Alors que Tonnet entrait dans la chambre de sa mère, il sortit son pantalon et, par mégarde, laissa tomber un sachet de marijuana. Sa mère, choquée, le supplia d'arrêter et lui rappela qu'elle était sa mère. Mais Tonnet ne l'écouta pas. Il la maîtrisa malgré ses supplications et la plaqua violemment au sol. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. » cria-t-elle, désespérée. Mais Tonnet secoua la tête. « Je n'ai pas le choix. Tu comprendras un jour, murmura-t-il. Selon lui, il faisait cela pour protéger l'héritage de la famille. Était-ce vraiment justifiable? À vous d'en juger après avoir entendu toute l'histoire. À Lagos, plusieurs groupes de riches existent. Certains établissent des réseaux pour que leur cercle bénéficie de plus d'opportunités financières. D'autres sont de véritables ritualistes, liés à des pratiques occultes. Parmi eux se trouve la mystérieuse confrérie des Frères de l'Ombre, un groupe auquel appartient M. Adola. Tout le monde connaissait M. Adola. Il était immensément riche, influent et respecté. Son pouvoir était tel qu'il pouvait influencer le résultat des élections locales simplement par son argent. Il était le genre d'homme que l'on ne questionnait pas sur la provenance de sa fortune. Sa femme, Madame Bessé, l'avait épousé en toute connaissance de cause. Elle savait que son mari avait une source de richesse douteuse, mais cela ne l'avait jamais dérangée. Elle ne posait pas de questions. Son rôle se limitait à profiter du luxe et à se montrer aux événements mondains avec arrogance. Un jour, M. Adola organisa une de ses célèbres fêtes, un événement récurrent dans sa somptueuse demeure. Il baptisa cette célébration la fête de la vie, même si ce n'était ni son anniversaire ni un jour particulier. Des invités de marque y affluèrent, et parmi eux, la confrérie des Frères de l'Ombre. Ils arrivèrent en convoi, vêtus de longues tuniques blanches et coiffés de casquettes rouges. Chacun d'eux portait un bâton sculpté en forme de python, symbole de leur pouvoir occulte. Comme à son habitude, Madame Bessé en profita pour se mettre en avant devant ses amis. « Regardez les amis de mon mari. L'argent, c'est la seule chose qui compte dans ce monde. Celui qui dit que l'argent n'est pas bon est un idiot, » lança-t-elle avec arrogance. Son amie Madame Katumi rit et ajouta. « Tu peux le dire encore une fois. Ton mari est un vrai homme, un numéro 1. Celui qui pense que l'argent n'est pas essentiel mérite une gifle. » Le groupe de femmes éclata de rire, encourageant Madame Bessé dans sa fierté démesurée. Pourtant, malgré son assurance, elle n'osait jamais approcher la confrérie. Ces hommes dégageaient une aura sinistre. Quand arriva le moment tant attendu de la soirée et la pluie d'argent, Madame Bessé rejoignit son mari sur la piste de danse. La confrérie commença à leur jeter des billets, non seulement des néras, mais aussi des dollars, des livres sterling et des euros. L'argent flottait partout. Certains convives se précipitèrent discrètement pour ramasser ce qui tombait à leurs pieds. Puis, alors que la fête battait son plein, plusieurs jeunes filles, âgées de 2 à 3 ans, furent discrètement emmenées dans une voiture noire. Madame Bessé avait l'habitude de voir des jeunes filles être amenées dans le manoir familial, mais elle n'avait jamais demandé pourquoi. Plus troublant encore, elle ne les voyait jamais repartir. Ce soir-là, la confrérie les suivit dans une salle interdite, un endroit dans lequel Madame Bessé n'avait jamais mis les pieds en 15 ans de mariage. Par curiosité, elle suivit du regard les filles qui disparaissaient derrière la porte en bois massif. Son mari, M. Adola, remarqua son regard insistant. Il plissa les yeux et, d'un simple regard, lui ordonna de détourner la tête. Madame Bessé, obéissante, retourna immédiatement dans sa chambre. Là, pour se distraire, elle sortit son téléphone et se mit à parcourir Instagram, cherchant de nouveaux bijoux en or, des sacs et des chaussures de luxe, alors qu'elle en possédait déjà des centaines. Pendant ce temps, dans la salle secrète, un péché abominable contre l'humanité était en train d'être commis. Ces jeunes filles, naïvement attirées par les promesses de la confrérie, un voyage à Dubaï, une vie de rêve, des richesses infinies allaient en réalité être offertes en sacrifice pour renouveler le rituel d'argent de M. Adola. Adola était un homme puissant, mais sa richesse ne venait pas du travail acharné ou de transactions légales. Toute sa fortune reposait sur des rituels sanglants et des sacrifices humains. Cette fête, sous prétexte de célébrer ses 20 ans d'adhésion à la confrérie démoniaque, n'était en réalité qu'une cérémonie de renouvellement de son contrat avec le diable. Les jeunes filles, innocentes et insouciantes, furent rapidement ensorcelées par un charme mystique qui les plongea dans un état de léthargie. Elles ne pouvaient plus bouger ni crier. Elles ne pouvaient que regarder, impuissantes, alors qu'un des membres de la confrérie levait un poignard. Sans hésitation, il planta la lame glaciale dans le cou de la première victime, recueillant son sang dans une coupe d'or.
Avec une précision macabre, il versa le liquide écarlate sur une divinité sculptée trônant dans un coin sombre de la pièce. Il répéta ce geste impitoyable sur la seconde fille. Lorsque tout fut terminé, les membres de la confrérie entonnèrent une chanson funeste, célébrant leur triomphe. « Félicitations à nous !» chanta l'un d'eux en serrant la main de Monsieur Adola. Après la cérémonie, les corps des jeunes filles furent emportés pour être éliminés. Seul Monsieur FEI resta en arrière. Monsieur FEI était plus qu'un simple membre de la confrérie. C'était lui qui avait introduit Monsieur Adola dans ce cercle infernal. Amis depuis des années, ils partageaient un secret inavouable. Les deux hommes s'installèrent au bar du manoir, discutant en sirotant des verres de whisky hors de prix. « Félicitations encore, mon ami », déclara Monsieur FEI. Mais Monsieur Adola semblait préoccupé. Il poussa un soupir et d'une voix lasse, murmura. « Tu sais, parfois, je me demande si tout cela en vaut la peine. »« Comment ça ?» demanda Monsieur FEI, intrigué. « J'ai commis tant d'atrocités. J'ai tué des innocents. Et pourquoi ? Dans 10 ans, je serai mort, et ma famille sombrera dans le chaos. Je me demande si j'ai bien fait. » Monsieur FEI avala une gorgée de son verre et posa lentement son regard sur son ami. « Adola, souviens-toi d'où tu viens. Tu étais dans la misère la plus totale. Tu voulais l'argent, tu l'as eu. Ne commence pas à avoir des regrets. Même quand je sais que je vais mourir dans 10 ans ?» Un silence pesant s'installa. Finalement, Monsieur FEI répondit d'une voix grave. « Nous devons tous payer un prix pour ce que nous avons. Moi aussi, j'y ai pensé, 1 ou 2 fois. Mais c'est notre destin. » Monsieur Adola hocha lentement la tête, son esprit tiraillé entre la peur et la résignation. Il jeta un regard vers sa femme, Madame Bessé, toujours insouciante, toujours aveuglée par le luxe. « Elle ne sait même pas ce qui l'attend, » murmura-t-il. « Elle pense seulement à l'argent, mais un jour, notre propre fils devra coucher avec elle pour perpétuer le pacte. » Monsieur FEI eut un petit rire amer. « Eh bien, mon ami, après ta mort, tu ne seras plus là pour voir ça. Tu as sécurisé ta fortune. C'est maintenant à eux de décider s'ils veulent garder le pouvoir ou non. » Cette nuit-là, après leur discussion, Monsieur FEI parvint à convaincre Adola d'oublier ses doutes. Monsieur Adola fut convoqué par l'autorité locale. Son influence était telle que les officiels du gouvernement venaient quémander son aide. « Distingué monsieur, nous savons combien vous aimez cette communauté. Nous avons un projet de forage pour amener l'eau potable aux habitants. Vous avez déjà fait de grandes choses. Nous espérons que vous accepterez de financer ce projet. » Assis dans un luxueux fauteuil de cuir, Adola s'éclaircit la gorge avant de répondre. « J'aime les gens qui me respectent. Contrairement à votre prédécesseur, vous ne m'avez jamais trahi. »« Non, jamais, monsieur. » s'empressa de répondre l'homme politique. « Bien. Alors, je vais financer votre projet, mais en mon nom. »« Bien sûr, monsieur. » Le jour de l'inauguration, Adola fit creuser 10 puits, et son nom fut affiché partout. Le gouverneur, présent à la cérémonie, le félicita publiquement. « Mesdames et messieurs, Adola n'est pas seulement un homme riche, c'est un bienfaiteur. Nous lui devons notre gratitude. Que Dieu le bénisse. » La foule acclama l'homme qui, quelques jours plus tôt, avait sacrifié des enfants pour renouveler son pacte. La voix du peuple. Le lendemain, 2 femmes vinrent puiser de l'eau au forage. L'une d'elles, Ayaola, se mit à chanter et danser de joie. « Enfin! Plus besoin d'aller jusqu'au ruisseau. Ce puits va changer notre vie. » Son ami la coupa sèchement. « Hachem, Ayaola, calme-toi. Tu danses comme si tu n'avais jamais vu un forage de ta vie. » Peut-être, mais c'est grâce à Monsieur Adola. L'expression de son ami changea immédiatement. « Vous tous, vous accueillez la calamité parmi nous et agissez comme si vous ne saviez pas qu'Adola est un ritualiste. » Ayaola fronça les sourcils. « Ne viens pas me parler comme ça. Tu sais qu'il est un ritualiste, pourtant tu es ici à profiter de son projet. Alors arrête tes ragots. » Son ami détourna le regard, puis murmura. « Peut-être. Mais au moins, moi, je ne le glorifie pas comme s'il était un saint. » Pendant ce temps, Monsieur FEI devait aussi renouveler son rituel. Il avait ses propres fournisseurs d'âmes. L'un d'eux, Aigu, était un homme en apparence ordinaire, aimant envers sa femme et ses enfants. Mais dans l'ombre, il livrait des victimes à la confrérie. Une nuit, Aigu attira 2 jeunes filles dans un piège. Elles pensaient partir pour un voyage de rêve, mais elles furent sacrifiées dans une nouvelle cérémonie macabre. Comme d'habitude,
Aigu était chargé de se débarrasser des corps. Mais cette fois-ci, quelque chose tourna mal. Alors qu'il roulait discrètement hors de la ville, un automobiliste derrière lui remarqua du sang couler du coffre de sa voiture. Alerté, l'homme appela immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, les agents bloquèrent la route et arrêtèrent Aigu. Lorsqu'ils ouvrirent le coffre, ils découvrirent les 2 cadavres mutilés. Le lendemain matin, la nouvelle fit la une des journaux. Le réseau de sacrifices humains venait d'être dévoilé. Mais qu'adviendra-t-il de M. Adola et M. FEI maintenant que leur secret est en danger? M. FEI regardait les informations du matin lorsqu'il vit une nouvelle qui lui glaça le sang. En panique, il attrapa immédiatement son téléphone et appela M. Adola. « As-tu vu ce que je viens de voir aux nouvelles ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ?» répondit Adola. Aigu a été attrapé avec les 2 corps dont il était censé se débarrasser. J'espère que ce garçon ne va pas parler sous la torture. Un silence pesant s'installa. Puis, Adola répondit d'un ton grave. C'est un problème sérieux. Mais je suis sûr qu'il sait mieux que ça. Quoi qu'il en soit, nous devons le faire sortir de là immédiatement. Exactement. Même un homme aussi fort qu'Aigu peut finir par avouer des secrets sous la torture de la police. Rétorqua M. FEI. S'il te plaît, commence à passer des appels. Toi seul peux arranger ça avec tes connaissances. Sans perdre une seconde, M. Adola décrocha son téléphone et appela le président du gouvernement local. « Mon garçon, comment vas-tu » demanda Adola d'un ton mielleux. « Je vais bien, distingué. À quoi dois-je cet honneur ? Je veux que tu parles à ton DPO, directeur de la police, immédiatement. Je suis très intéressé par le cas d'un certain Aigu, récemment arrêté en lien avec une affaire de corps humains. » Le président hésita un instant avant de répondre d'un ton bas. « D'accord, monsieur. » Mais Adola savait que cela ne suffirait pas. L'affaire attirait déjà l'attention du public, et il devait agir vite. Il passa alors un appel directement au gouverneur de l'État. Contrairement au président, le gouverneur ne fut pas surpris par la demande d'Adola. Il connaissait ses pratiques. « Adola, si tes hommes ne sont pas capables de gérer ce genre de travail proprement, je peux te mettre en contact avec un groupe plus compétent, dit-il d'un ton calculateur. Adola esquissa un sourire. Merci, mon ami. J'attends ton intervention rapide. Quelques heures plus tard, Aigu fut libéré. Mais immédiatement, les médias changèrent leur version de l'histoire. Un porte-parole de la police déclara. Nous ne l'avons pas réellement arrêté avec des corps humains. Il a simplement attiré notre attention sur un accident. Comme il était seul sur place, nous avons supposé qu'il était impliqué. Une enquête plus approfondie l'a finalement disculpé. Mais le mal était déjà fait. La famille d'Aigu fut mise au ban de la société. Depuis cette arrestation, la vie de la femme d'Aigu était devenue un enfer. Les gens refusaient de lui parler, la pointaient du doigt, et l'ignoraient. Ses propres enfants cessèrent d'aller à l'école, subissant eux aussi la honte publique. Un soir, elle sortit acheter de la nourriture pour ses enfants affamés. Mais dès que la vendeuse la reconnut, elle paniqua et recula brusquement. « Ah! C'est la femme d'un tueur. Que veux-tu de moi ?» cria-t-elle, horrifiée. Les larmes aux yeux, la femme d'Aigu ne bougea pas. « S'il vous plaît, mes enfants ont faim. » Mais la vendeuse refusa de lui vendre quoi que ce soit. N'est-il pas préférable qu'ils meurent de faim plutôt que de devenir des tueurs comme leur père? Ou bien prévoyez-vous de créer une dynastie de criminels? La femme d'Aigu, humiliée, quitta l'endroit sous les regards méprisants de la foule. Seule une femme eut assez de compassion pour l'accompagner. « Pourquoi as-tu épousé un homme comme ça ?» lui demanda-t-elle doucement. « Tu savais bien qu'il n'avait aucun vrai travail. Tu profitais juste de son argent, n'est-ce pas ?» La femme d'Aigu éclata en sanglots incontrôlables. « Je n'ai jamais su qu'il tuait. Je croyais qu'il était un simple auteur-compositeur. Il recevait des paiements de chanteurs célèbres. Ma famille avait même enquêté sur lui avant notre mariage. Mais maintenant, il était trop tard. » Désespérée, elle quitta la ville avec ses enfants. Elle vendit tout ce qu'elle pouvait et disparut vers un autre État, dans l'espoir de recommencer une nouvelle vie. Aigu, quant à lui, avait survécu à la torture de la police. Mais lorsqu'il fut libéré, son corps portait des marques de sévices brutaux. Dès qu'il vit M. FEI et M. Adola, il baissa les yeux et murmura. « J'ai tenu bon. J'ai gardé le secret. » M. FEI sourit. « Nous sommes fiers de toi, Aigu.
C'est pourquoi nous avons décidé de te célébrer ce soir. Un domestique lui tendit un verre de vin. Aigu le but sans hésiter. Quelques instants plus tard, il sentit une douleur atroce lui transpercer l'estomac. Son regard se troubla. Il avait été empoisonné. Les membres de la confrérie continuèrent de boire et de festoyer, comme si rien ne s'était passé. Nous respectons les associés qui ne nous causent pas de problème. Mais maintenant que ton identité a été révélée, dit Monsieur FEI en claquant des doigts. Deux hommes en costume s'approchèrent et emportèrent Aigu, sans aucune émotion. Il allait servir au prochain rituel. Les années passèrent, et Monsieur Adola approchait de son 60e anniversaire. Selon son pacte occulte, ce serait son dernier jour en vie. Il convoqua son fils aîné, Tinde, dans son salon privé. « Fils, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Tinde jeta sa cigarette avant d'entrer. Il respectait son père, mais ce qu'il s'apprêtait à entendre allait changer sa vie à jamais. « Je suis un occultiste, Tinde. » Le jeune homme sursaute. « J'utilise des humains pour renouveler mon pacte avec les dieux. Mais bientôt, ce sera ton tour de faire un choix. » Tinde sentit un frisson glacial remonter sa colonne vertébrale. « Non, père. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Monsieur Adola éclata de rire. « Si tu aimes la vie que tu as, alors il va falloir que tu grandisses. Tu crois que cet argent tombe du ciel ?» Tinde resta silencieux. « J'ai sacrifié ma propre vie pour que notre lignée soit riche. Mais maintenant, pour que la fortune continue, il y a un dernier sacrifice à faire. » Monsieur Adola posa une main glaciale sur l'épaule de son fils et murmura. « Tu devras coucher avec ta mère, chaque jour, pour maintenir la richesse familiale. » Tinde sursaute et recule avec horreur. « C'est un sacrifice cruel. Tu n'es pas obligé de l'accepter, fils. Mais sans ça, tu seras plus pauvre qu'un mendiant dans la rue. Que feriez-vous à la place de Tinde? Sacrifieriez-vous votre humanité pour la richesse ?» En entendant cela, Tinde accepta la proposition. Ils partirent dans la chambre de sa mère. Elle était choquée par ces révélations, mais elle était obligée d'accepter. Sinon c'était la pauvreté assurée. Puis viendra le moment tant attendu. Tinde devait coucher avec sa mère devant toute la congrégation.